Eh bien voilà, ce sont les aléas donc du direct. Voilà, mes invités vont s'installer. On va parler, mesdames, messieurs, ce jour de recherche et d'innovation technique. Recherche et innovation, surtout dans le monde agricole. Dans un environnement où l'on parle de plus en plus d'engrais chimiques qui appauvrissent nos sols et qui donnent donc du fil à retordre à l'agriculture, quelles sont les alternatives qui s'offrent aux producteurs? Au-delà de ça, comment est-ce que l'on peut booster davantage les rendements au niveau de l'agriculture tout en préservant l'environnement? Qu'est-ce que nos chercheurs font pour soulager, pour aider donc la population des producteurs agricoles à aller de l'avant? Nous allons en parler ce matin et nos invités sont déjà sur place. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes docteur Nathalie Pera Mama Sika, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes agronome, vous êtes directrice du Centre de recherche agricole Sud. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons docteur Léonard Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, agronome ou bien agro-sociologue, voilà, vous avez fait les deux ensemble. Et vous êtes également sur ce plateau pour nous parler, pour mener ce débat avec nous. Exactement. Merci et bienvenue. Merci, je vous remercie. Je rappelle que tous deux, vous nous venez de l'INRAB, qui est l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Alors, docteur Nathalie, quand on parle de recherche et d'innovation dans le milieu, dans le secteur de l'agriculture, qu'est-ce que l'on peut entendre par là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que nous allons d'abord démarrer par ce qu'on entend par la recherche scientifique dans le domaine agricole. C'est en fait l'ensemble des études et des expérimentations qui sont menées en vue d'améliorer les systèmes de production agricoles, préserver l'environnement et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, il y a plusieurs branches dans le domaine de la recherche scientifique agricole. Nous avons l'amélioration génétique. C'est à travers ce domaine-là que nous développons de nouvelles variétés pour améliorer le rendement. Des variétés qui vont répondre, par exemple, s'adapter au changement climatique, qui vont lutter, qui vont résister aux ravageurs et voilà, aux envahisseurs. Oui. Et en dehors de ça, nous avons également le domaine de la transformation agroalimentaire. Nous avons également le domaine de l'amélioration de la fertilité du sol et de l'eau, l'amélioration de la qualité des eaux. Nous avons également la préservation des plantes et des animaux. Et il y a également un domaine qui est très important et qui est transversal, c'est l'agro-socio-économie. Et à travers cette branche-là, nous développons surtout des politiques agricoles et pour pouvoir améliorer le bien-être des producteurs. Et, voilà. et des populations par ricochet. Voilà. Donc, en somme, la recherche scientifique agricole, c'est le moteur du développement agricole. Si aujourd'hui, on arrivait à supprimer la recherche agricole, c'est que le développement agricole s'arrête. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc voilà, merci. Docteur Léonard Kossi, Léonard Reynaud, l'INRAB aujourd'hui dans notre pays, c'est quand même cette structure centrale qui travaille énormément sur les recherches agricoles. Est-ce que en 2025, où nous sommes là, est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur lesquelles l'INRAB a travaillé? Bien entendu, je pense que quand vous parlez de la recherche agricole, c'est vrai, l'INRAB est au premier mise en avant, mais il faut d'abord préciser que l'INRAB, à travers son directeur général, en réalité assure la coordination de tout le système national de recherche agricole. Ce système national de recherche agricole, en effet, regroupe une certaine catégorie d'acteurs, dont notamment les universités, qui évoluent à travers leurs laboratoires, leurs centres qui évoluent dans le domaine agricole. Vous avez aussi les cabinets d'études, les bureaux d'études qui font des recherches au niveau du secteur agricole. Vous avez aussi les innovateurs endogènes. Toute cette
toutes ces catégories d'acteurs associés. Cet écosystème, d'accord, que l'INRAB coordonne, d'accord, évolue pour pouvoir quand même, comme le disait tantôt ma collègue, répondre aux préoccupations des acteurs dans le domaine agricole pour apporter des solutions aux différentes contraintes. Et avant d'y arriver ou d'arriver à votre question, vous avez demandé tout à l'heure à ma collègue la recherche et l'innovation. Vous allez permettre à ce que je revienne un peu sur ce qu'on peut appeler innovation dans le secteur agricole ou technologie. Et quand vous prenez la définition de la FAO, en réalité, c'est tout le processus à travers lequel des individus ou des organisations, d'accord, mettent en œuvre des procédés, des produits ou des modes d'organisation, d'accord, qu'ils soient nouveaux ou, disons, anciens, d'accord, pour la première fois dans un contexte spécifique ou dans un milieu spécifique. C'est ça l'innovation. Et quand nous parlons de technologie, ce sont les produits, les procédés. En termes d'invention ou de réponse, disons que tout ce système, tout cet écosystème que nous avons décrit tout à l'heure, d'accord, au niveau du secteur agricole, il y en a tellement que les décrire sur ce plateau, je pense que ça prendrait énormément de temps. Cependant, on va aborder quelques-uns. Et comme le disait, dans le domaine de l'amélioration génétique ou variétale, vous avez par exemple beaucoup de nouvelles variétés que le système national de recherche agricole, notamment les chercheurs de l'INRAB, ont mis au point. Au niveau du maïs, prenons au niveau du maïs, vous avez deux catégories, disons, de variétés. Les variétés composites, où vous avez des variétés à cycle court qui permettent quand même d'améliorer le rendement, d'accord, de le faire passer de 4 jusqu'à 7 tonnes à l'hectare. Vous avez aussi certaines variétés à cycle long, c'est-à-dire beaucoup plus 105 jours, 110 jours, qui permettent aussi de booster la productivité au niveau de la production du maïs et la faire passer de près de, aujourd'hui, environ à 1-2 tonnes à près de 7 tonnes à l'hectare. Vous avez aussi des variétés hybrides, d'accord, qui permettent quand même de répondre aux préoccupations de l'heure. Au niveau du palmier à huile, vous avez aussi de nouvelles variétés qui ont été développées depuis plusieurs années par la recherche agricole, notamment le Bénin, l'INRAB qui a le lead au niveau régional et international en matière de recherche sur le palmier à huile. Et il y a beaucoup de variétés qui ont été mises au point à travers des variétés qui sont résistantes à certaines maladies, comme la fusariose, des variétés qui sont résistantes à la sécheresse. Dans certaines zones climatiques où vous avez le stress ou le déficit hydrique, ces variétés de palmier à huile permettent en réalité aux producteurs qui sont dans ces zones-là de pouvoir quand même cultiver eux aussi le palmier à huile. Vous avez d'autres variétés comme le manioc. Vous avez au niveau de l'anacardier, depuis plusieurs années, une dizaine d'années environ, l'INRAB a travaillé à mettre au point ce qu'on appelle le plan greffé d'anacardier qui a permis, disons, aux producteurs de faire passer leur production de près de 400 kg à l'hectare à 800 000 kg à l'hectare. D'accord. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Voilà. Mais docteur Nathalie Pera, Mamasika, dites-moi, souvent, quand on parle des chercheurs, dans la tête du commun des mortels, ils se disent, ben voilà des gens qui sont dans leur laboratoire, dans le monde. On ne voit pas de façon concrète et palpable ce qu'ils apportent à la population. Alors, en tant que chercheur, aujourd'hui, donnez-moi juste 2 exemples de produits sur lesquels, de recherches sur lesquelles vous avez travaillé et qui ont apporté un plus aux producteurs, par exemple. Merci beaucoup. Effectivement, les gens se demandent toujours qu'est-ce que vous faites dans la recherche. On ne voit pas. En fait, la recherche, c'est un travail de longue haleine. On se décrète pas chercheur du jour au lendemain. Et lorsqu'on rentre dans le laboratoire, il faut s'assurer que vraiment le produit qui doit sortir est bon avant de le mettre sur le marché. Donc, ça prend du temps, ce n'est pas un travail d'une année. Il faut essayer de reprendre, s'assurer, confirmer avec les producteurs avant de mettre ce produit à la disposition des producteurs. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps et les gens n'ont pas la patience d'attendre. Et ça demande également aussi beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent pour faire de la recherche. C'est pour ça qu'il y a très peu de chercheurs au Bénin comparativement à d'autres pays, parce que la recherche demande énormément d'argent. Et mon collègue tout à l'heure vient de développer, de donner quelques produits que nous avons. Surtout le maïs. Il a parlé de 2 variétés de maïs, par exemple. Oui, il a parlé. Il y en a plus, parce que nous venons récemment, grâce à la direction de la production végétale et au ministère de l'Agriculture de façon générale, comment on appelle, homologuer un certain nombre, une douzaine de variétés de maïs qui sont à nous.
donc est connu maintenant des variétés qui sont dans le catalogue béninois et régional. Donc ce sont des variétés et qui sont disponibles actuellement dans le Germoplast de l'INRAB. Donc à tout moment, on a accès à ces variétés-là. L'avantage de ces variétés, c'est qu'aujourd'hui, le problème majeur auquel nous assistons, ce sont le changement climatique. Nous avons développé des variétés qui sont résistantes, qui sont climato-sensibles, soit des variétés qui résistent à la sécheresse ou des variétés qui s'adaptent aux inondations, parce qu'on a les deux cas. Oui. Les inondations, soit c'est les sécheresses, soit c'est les inondations. Et aussi, la sécheresse est un peu longue, mais il y a aussi des postes de sécheresse. En pleine saison sèche, vous voyez, la pluie s'arrête et nous avons 2 semaines sans pluie. Et là, ça affecte le rendement. Donc, nous avons développé des variétés qui résistent à ces postes de sécheresse. Voilà. Donc, ça, c'est le cas du maïs. Et il y a aussi les ravageurs. Vous allez commencer, de plus en plus, les ravageurs sont plus résistants. Ce n'est plus comme avant. Donc, c'est vrai que nous utilisons toujours les produits chimiques, mais nous allons beaucoup plus dans une agriculture durable en utilisant les produits biologiques. Justement, l'utilisation de l'huile de Nîmes, par exemple. L'huile de Nîmes. On va en parler justement. D'accord. Je ne vous arrête pas, mais docteur Péra, dites-moi. Dans les temps anciens, nos parents, nos ancêtres avaient aussi des techniques pour pouvoir faire leur production, pour pouvoir les protéger, pour pouvoir subsister. Nous, notre génération, on va dire génération moderne, vous chercheurs, quelle est la part de combinaison que vous faites entre ce qui est ancestral, ce que les producteurs anciens ont mis en place comme savoir-faire et vos recherches pour pouvoir combiner les deux pour aller de l'avant? Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Je vous dirais que les producteurs sont les premiers chercheurs. Aucun chercheur légalement connu béninois ne peut travailler sans le producteur. Tout se trouve au niveau des producteurs. Nos grands-parents travaillaient déjà sur les variétés paysannes sur lesquelles nous tenons toujours parce que nous avons ces échantillons dans nos germoplastes. Et adoptait également des techniques de production durables et respectueuses de l'environnement. Il n'y avait pas de l'engrais avant. Et vous allez voir qu'ils ne nous produisaient que pour nourrir leur famille. Mais aujourd'hui, nous voulons aller vers le marché international. D'abord le marché national et ensuite le marché international. Donc ça nous demande d'emblaver une grande superficie. Oui. Ça demande également d'utiliser les engrais chimiques pour pouvoir vraiment aller en compétition. Et donc, il y avait ces pratiques agroécologiques qui se faisaient au niveau des producteurs que nous n'avons pas laissées. Aujourd'hui, on parle de transition agroécologique. En réalité, chez nous au Bénin, il n'y a pas de transition. L'agroécologie se faisait déjà. C'est ceux qui ont, à un moment donné, les Occidentaux, qui ont laissé complètement la production durable et qui se sont jetés dans l'utilisation abusive d'engrais chimiques. Qui peut parler de transition? Nous sommes dans l'agroécologie. Et quand on voit la consommation de l'engrais, nous sommes à 10 kg par hectare au Bénin, alors que dans les autres pays, au niveau mondial, c'est 90 kg. Donc, en réalité, notre agriculture on peut dire qu'on va mollo quand même. On va mollo, mais on veut quand même l'améliorer aujourd'hui avec déjà les pratiques agroécologiques. Et je fais un clin d'œil à tous les acteurs qui sont dans le secteur agroécologique, qui luttent pour l'agroécologie et la conservation de la biodiversité et des semences paysannes. D'accord. Alors, Dr Corsi Léonard Renou, comment est-ce que l'on peut parler de collaboration entre agroécologistes et promoteurs, je vais dire, de semences hybrides? Puisque dans votre prise de parole tout à l'heure, vous avez parlé de semences hybrides. Comment est-ce que l'on peut faire la combinaison? Évidemment, vous savez que tout ce que la recherche fait, qu'elle soit par l'INRAB ou d'autres acteurs, en réalité, est basé sur les connaissances endogènes.
Donc la transition agroécologique ou la pratique agroécologique avec les semences hybrides, c'est juste pour améliorer en quelque sorte la performance et pouvoir quand même tenir compte, disons, de tout ce qui est choc, de tout ce qui est difficulté ou contrainte au niveau de la production que nous allons vers en fait les semences hybrides. Donc dans ce sens, avec la collaboration, c'est de pouvoir quand même concilier, d'accord, tout en tenant compte de l'existant, tout en tenant compte des contextes locaux, tout en tenant compte des pratiques locales, d'accord, de nos producteurs, de nos agriculteurs, d'améliorer en quelque sorte cette productivité-là. Donc la collaboration, elle est étroite. Elle est étroite et elle est permanente en ce sens que, en réalité, on ne fait que se baser sur l'existant, sur ce que ces agriculteurs, en réalité, font de façon endogène pour pouvoir quand même aller vers faire un pas en avant et améliorer en quelque sorte leurs conditions de vie, tout en les aidant à améliorer leur niveau de production ou de rendement. Alors, on parle d'engrais chimiques également, qui appauvrissent nos sols. Que font les chercheurs dans leur globalité pour revenir à des pratiques, je dirais, écologiques qui, à la fois, peuvent booster l'agriculture? Exactement. Beaucoup de choses ont été déjà faites, beaucoup de travaux ont été exécutés par la recherche agricole au Bénin. Tout à l'heure, la collègue disait qu'au niveau du Bénin, nous sommes actuellement à 10 kilos par hectare, comparativement à d'autres pays qui sont à 90 kilos par hectare en termes de matière active au niveau des engrais chimiques. Cependant, mais ce que l'on peut dire au niveau de notre contexte béninois, c'est beaucoup plus l'utilisation inadéquate des engrais chimiques. Pour répondre spécifiquement à votre question, en réalité, les travaux qui sont exécutés ont mis l'accent beaucoup plus sur des pratiques, d'accord, l'utilisation combinée, d'accord, de certaines légumineuses, disons, à grande biomasse qui permettent en réalité d'élever le taux, disons, le taux de matière organique au niveau de nos sols à travers, par exemple, certaines légumineuses comme le soja, comme le pois d'Angole, comme le mukuna, en réalité, qui permettent non seulement de restaurer la fertilité au niveau du sol, mais aussi qui permet aux agriculteurs de trouver d'autres sources de revenus. Vous comprenez avec moi, quand le producteur, il installe le pois d'Angole, qui est un produit alimentaire, qui est un produit qui est source de revenus, quand il fait la culture de soja, d'accord, dans une saison, la campagne qui suit, à travers une pratique de rotation culturelle, la campagne qui suit, non seulement le sol a trouvé des nutriments que la culture antérieure, le soja ou le pois d'Angole, en réalité a laissé, qui lui a permis de gagner suffisamment de ressources, mais ça permet de renforcer le sol et là, d'améliorer la productivité pour la culture suivante. Donc, c'est autant de pratiques, en réalité, qui permettent de pouvoir régler tant soit peu le problème d'utilisation ou de rationaliser l'utilisation des engrais chimiques au niveau de notre pays. Docteur Renaud, je reste avec vous. C'est vrai, on sait que les feuilles de pois d'Angole, par exemple, fixent l'azote au niveau du sol et en l'enrichissant davantage. C'est bien tout ça, mais quand le paysan aussi faisait la jachère, laissait la terre pendant quelques années se reposer, se ressourcer pour aller vers d'autres terres, est-ce qu'aujourd'hui, la recherche de la culture intensive, de la productivité exceptionnelle que l'on recherche, permet toujours à la pratique de la jachère d'être au goût du jour? Exactement, mais cette pratique de la jachère, vous convenez avec moi que dans notre pays, de plus en plus, les agriculteurs sont confrontés à des problèmes de sécurisation foncière, je dirais même à des problèmes d'accès au foncier. Donc, comme auparavant, avec aussi, même si on n'est pas aussi très nombreux au Bénin, vous convenez avec moi que de plus en plus, le besoin en matière de foncier devient de plus en plus grandissant. Ce faisant, la pratique de la jachère est beaucoup plus raisonnée en termes de, c'est-à-dire on conseille désormais aux producteurs, au lieu de faire des jachères naturelles, d'accord, on peut aller vers des jachères arborées, vers des jachères, d'accord, en utilisant par exemple d'autres légumineuses qui permettent en réalité aux producteurs, tout en faisant la jachère, de régler le problème d'accès aux fonciers, étant donné qu'ils n'ont pas suffisamment, disons, de parcelles, suffisamment de terres pour pouvoir quand même laisser en jachère pendant de longues années, d'accord. Là, ça leur permet, tout en réglant le problème de baisse de la fertilité du sol et en réglant le problème de foncier, d'utiliser cette jachère beaucoup plus plantée, cette jachère arborée ou cette jachère arbustives, d'accord, pour régler le problème de disponibilité de terre et le problème de baisse de la fertilité du sol au Bénin. D'accord. Alors, docteur Pera Mamasika, dites-moi, c'est vrai que dans les anciens temps, nos parents laissaient les terres
comme ça, quand on parle de jachère, on laisse une petite forêt pousser et puis après on revient. Maintenant, vous proposez, par contre, la jachère arborée. Quelles sont les essences, les espèces que les producteurs pourraient utiliser de façon spécifique pour pouvoir enrichir en un temps record? On a parlé de pois d'Angole et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui permettent à la terre de s'enrichir en un temps record? Oui. Effectivement, il a demandé une jachère arborée. Je dirais que les arbres prennent du temps à pousser. Donc, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus vers les arbustes plutôt, qui sont les légumineuses qu'il a déjà citées. Donc, en dehors de ces légumineuses qu'il a citées, nous développons également d'autres techniques. Nous avons ce qu'on appelle les biostimulants. Ah, d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, mais nous utilisons des engrais, les sols s'appauvrissent. Oui. Il y a le maïs hybride qui demande, par exemple, beaucoup plus d'engrais que notre maïs naturel, ordinaire. Donc, comment utiliser les engrais en réduit de moitié l'utilisation des engrais, à part l'utilisation des biostimulants. Les biostimulants, ce sont des éléments déjà qui se trouvent dans le sol, qu'on va rechercher, je le dis terre à terre, pour le grand public, voilà, qu'on va rechercher et qu'on enrobe au laboratoire autour du maïs, par exemple, et qu'on va semer. Et ces éléments-là permettent, en fait, tout ce dont la plante en réalité a besoin se trouve déjà dans le sol. Mais ce n'est pas toujours accessible. Donc ça permet, ces biostimulants permettent d'aller rechercher, relever l'eau, si c'est en profondeur, tous les éléments qui sont cachés, de les retrouver et de les mettre, afin que ça soit accessible au niveau de la plante. Donc ça permet de réduire de moitié. Si on devait mettre, par exemple, je le dis comme ça, 2 kilos, ça nous revient à demi-kilo. Voilà, donc là, ça contribue énormément à la préservation du sol, et il y a également de l'environnement, parce que tout ça là va dans les eaux et la pollution, ça continue un peu partout. Donc aujourd'hui, l'élément phare, le produit phare que l'INRAP est en train de développer en collaboration avec l'Université d'Abomey-Calavi, c'est le développement de l'utilisation des biostimulants pour améliorer le rendement des cultures et également la fertilité du sol. Et nous sommes accompagnés, très fortement accompagnés, par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, également les agences territoriales de développement agricole, les DEDAEP également. Et nous allons bientôt commencer la prévulgarisation de ces biostimulants. Et voilà, et c'est monsieur Dr Henou qui s'en occupe. Et voilà, donc on va justement en parler. Si parfois, Dr Henou, la population a l'impression que vous ne faites pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, c'est parce que parfois on ne voit pas votre système de vulgarisation des travaux de vos recherches. Que fait l'INRAB aujourd'hui? Est-ce que vous disposez d'un système de vulgarisation de tout ceci pour que la population soit au courant de ce que vous faites? C'est vrai, vous entendez, qu'est-ce que vous faites? Et il y a même un discours populaire, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ça, c'est évident, c'est un discours populaire et il faut en tenir compte pour pouvoir quand même progresser. Je voudrais déjà préciser que au niveau de notre pays, le secteur agricole est bien réglementé, c'est-à-dire dans la répartition des rôles. En réalité, la recherche ne s'occupe pas de la vulgarisation. D'accord, vous avez tout à l'heure, la collègue parlait, d'accord, des agents territoriaux de développement agricole qui ne sont qu'une innovation depuis 2016. Sinon, avant 2016, vous avez les CARDER, voilà. On a les ATDA. On a les ATDA qui, à travers des prestataires privés de services agricoles, disons, offre, d'accord, le conseil agricole à travers tout ce qu'on peut appeler la vulgarisation, tout ce qui est résultat de recherche. Cependant, les résultats de recherche devraient pouvoir être transférés au niveau de ces acteurs-là avant qu'ils ne les portent au niveau des agriculteurs. Ce que nous faisons au niveau de la recherche agricole, je vais peut-être vous développer un système qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années. Nous avons au niveau de tous les pôles de développement agricole, qui ne sont rien d'autre que, vous savez, depuis 2016, cette innovation de découper le pays en 7 pôles à travers l'approche terroir combinée à l'approche filière pour pouvoir mieux faire valoriser le potentiel des terroirs ou des territoires
au niveau de notre pays, au niveau de chacun de ces pôles de développement agricole, nous avons mis en place ce qu'on a appelé des sites de recherche et développement. Ces sites-là ne sont rien d'autre que des villages qui ont été choisis, qui sont en quelque sorte des villages qui représentent toutes les caractéristiques agropédologiques, au niveau de la pluviométrie, au niveau des activités sociales, des activités économiques, des activités agricoles, des pratiques alimentaires au niveau de ces pôles-là, pour que toutes les expérimentations qui sont conduites au niveau de ces villages-là, les résultats qui en sont issus puissent être disséminés facilement. Donc, à travers ces sites de recherche et développement, d'accord, nous essayons déjà de mettre en valeur tout ce qui est acquis aux résultats de recherche, où au niveau de ces villages, vous avez les conseillers agricoles. Et dans cet ensemble de parties prenantes, d'accord, ça permet déjà à toutes les catégories d'acteurs, aux producteurs, aux conseillers agricoles, aux ONG, de pouvoir déjà être informés, d'accord, des résultats de recherche et de pouvoir les transmettre, les diffuser beaucoup plus facilement. De plus en plus aussi, avec le partenariat du CORAF notamment, il y a ce qu'on appelle certains mécanismes de mise à l'échelle des technologies, des résultats de recherche, des connaissances. Et aujourd'hui au Bénin, vous avez en particulier 4 grands mécanismes, d'accord, qui sont développés pour mettre à l'échelle les technologies. Notamment l'INRAB, à travers un projet à développer depuis 2 ans, 3 ans. Vous avez les plateformes d'innovation qui ne sont rien d'autre qu'un creuset où toutes les catégories d'acteurs, commerçants, transformateurs, agriculteurs, éleveurs et producteurs, chercheurs, vulgarisateurs sont ensemble, ils réfléchissent, ils posent leurs problèmes dans ce creuset-là. Une fois que le chercheur est là, il dit voilà le problème que vous avez, voilà la solution qui existe déjà, il en parle et ça permet une large diffusion. Vous avez aussi les pôles d'immersion communautaire qui ne sont rien d'autre qu'en réalité des sites qui ont été retenus pour mettre en valeur et à l'échelle certaines technologies que les agriculteurs eux-mêmes ont choisi, ont identifié comme en réalité les plus performantes, les plus intéressantes pour eux. Et là, à travers ces sites-là, ces pôles d'immersion communautaire, c'est beaucoup plus rapprocher les résultats de recherche des acteurs qui permettent déjà d'accélérer le projet de vulgarisation. Vous avez un troisième mécanisme, d'accord, qui est le village et intelligent face au climat, qui permet de résoudre de façon plus spécifique le problème d'accès aux informations météorologiques pour gérer le problème de culture, le problème de pluviométrie, le problème que les agriculteurs rencontrent par rapport au changement climatique, il ne pleut pas ou bien les mauvaises répartitions des pluies. Donc à travers ce village, il y a aussi assez de technologies qui sont développées, qui sont testées, qui sont démontrées, qui permettent déjà aux agriculteurs d'y accéder. Le quatrième mécanisme, c'est ce qu'on a appelé le parc de technologie et d'innovation qui est installé en réalité au niveau du centre de recherche agricole basé à Niaouli, du centre de recherche agricole sud, qui, si on doit le résumer terre à terre, c'est un espace où en réalité on expose tout ce qui est résultat de recherche, tout ce qui est technologie de recherche pour permettre à toute la population de part et d'autre de venir voir, de visiter, de voir, de poser des questions, de comprendre tout ce qui se fait et en quelque sorte d'y acheter, même si ce n'est pas vendre numéraire, de s'intéresser à cela, et là, on pourra le... Voilà un peu le mécanisme qui est mis en place pour diffuser à grande échelle les résultats de recherche au niveau de la recherche agricole. Docteur Béra, dites-moi, c'est vrai que dans la mentalité du Béninois, plus ou moins, quand il commence pas à aller vers la retraite, il se dit, je vais faire une ferme. Je vais mettre en place une plantation, quelques hectares de palmiers sélectionnés, ça, on le dit comme ça, c'est le langage courant. En la matière plus spécifiquement, qu'est-ce que la recherche agricole a fait pour que les palmiers qui tiennent à cœur aux Béninois de cette façon-là puissent être de bons investissements pour lui? Comment il peut faire les choix des pépinières ou bien disons, de ce qui va lui permettre, je vais dire, de faire ces plantations? Qu'est-ce qui est fait en la matière, Dr Béra? Oui, je dirais au niveau du palmier à huile, aujourd'hui, le Bénin a le monopole. Ah oui? Oui. En matière de semences, il faut s'en réjouir, ça c'est clair. Nous avons les meilleurs plants de palmiers dans la sous-région. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Est-ce que les autres pays viennent chercher chez nous? Oui, justement, c'est nous qui vendons à l'extérieur, en Inde, un peu partout, hein, avec le CIRAD et en Côte d'Ivoire. Nous avons les meilleurs. Là, le Bénin doit être fier par rapport à cela. Donc, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont conduits pour améliorer de plus en plus ces variétés. Il y a des variétés qui ont été développées, par exemple, pour répondre aux déficits.
Parce qu'on se dit, il y a des zones où on ne peut pas produire du palmier. Et généralement, on se dit que c'est dans le... dans la vallée autour de Kobe, tout ça là. Oui. Mais on peut le faire ailleurs. Même dans les zones sèches, parce qu'il y a des variétés, par exemple, la variété qui sont adaptées qui sont adaptées au déficit hydrique. Donc, on peut produire, et grâce à l'INRAP, ces variétés sont... Nous avons également la variété Tokunuviso. Tokunuviso, voilà. Il y a une longue durée. Voilà. Tokunuviso, ça veut dire littéralement, quand le père décède, c'est l'enfant qui succède et puis qui peut continuer le business, en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, normalement, le palmier, c'est entre 15 et 18 ans, mais cette variété va jusqu'à 25 ans. Wow. Nous avons également Nuvi Mao, qui est résistant aux attaques. Donc, c'est des variétés que l'INRAP a développées. Vous parlez de quoi? Je veux parler des ravageurs, les insectes, les ravageurs. Voilà. Donc, il y a également la fusariose qui dérange énormément les plants de palmier. Et nous avons développé la variété africanée qui permet d'améliorer. Et je vais revenir à votre question par rapport la disponibilité des résultats de recherche. Des résultats de recherche, pas que les résultats de recherche, mais également des plants de palmier. Ah, d'accord. Vous avez parlé des retraités qui veulent s'installer après leur retraite. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire aujourd'hui au Bénin qui dispose de l'espace pour produire. Nous avons les plants, les meilleurs plants, nous leur proposons de meilleurs plants développés par l'INRAP et qui sont distribués par les semenciers locaux. Donc la liste est disponible et à notre niveau et également au niveau des ATDA, les agents territoriaux de développement, ils peuvent s'en procurer à tout moment. Il suffit que la demande soit lancée. Donc mon collègue a développé tout à l'heure tout ce que l'INRAP fait, mais le grand problème c'est que nous ne communiquons pas. Ah, justement, c'est ce que nous avons remarqué. On s'est dit, mais il faut quand même que vous veniez sur le plateau toutes les semaines, vous nous verrez ici. Nous viendrons communiquer sur nos résultats de recherche. Généralement, on les met dans les publications, les fiches techniques, qui ne sont pas accessibles au grand monde. Accessibles au monde. Donc, il faut communiquer, il faut des films documentaires, il faut des capsules pour montrer ce que nous faisons et mettre quand même tous ces éléments-là à la disposition des producteurs. Donc même s'ils ne viennent pas vers nous, déplaçons-nous, allons vers eux, forçons-les à voir ce que nous faisons. Ah, j'aime bien le goût de la communication que vous êtes en train de prendre, docteur Nathalie. Alors, il n'est plus question d'aller chez le voisin à côté qui a laissé tomber quelques noix de palmier qui ont poussé pour dire, bon, je prends pour aller faire une ferme. Il faut aller vers les ATDA, il faut aller vers les semenciers qui disposent donc des meilleurs plans que vous mettez à leur disposition. Nous mettons à leur disposition. Tout ceci n'est pas gratuit non plus, hein. Mais ce n'est pas trop cher également. Non, pas du tout, c'est pas cher. C'est pas cher. Nous travaillons pour les producteurs et sans eux, nous ne sommes rien. Donc, nous ne vendons, en réalité, ce n'est pas une vente, c'est on met à la disposition des producteurs. Parce que quand vous voyez tout ce qu'on investit dans la recherche, attends, s'il faut vendre, il faut faire le rapport, ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. On ne cherche pas une marge bénéficiaire, mais nous travaillons pour eux, pour mettre à leur disposition les technologies qui sont développées afin qu'ils puissent nourrir le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vous vois piaffer d'impatience, docteur Renaud. C'est vrai, c'est le palmier, c'est l'anacadier que le Béninois veut vraiment planter, faire en sorte d'assurer ses vieux jours. Est-ce qu'il a raison de le faire ici? Et si éventuellement il a raison de le faire, comment est-ce qu'il doit pouvoir procéder pour pouvoir collaborer avec vous? C'est tellement pathétique. Oui, le palmier, l'anacadier, vous dites oui, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais il faut reconnaître les efforts que le gouvernement fait dans le domaine surtout de ces cultures de grande importance, notamment les grandes plantations. Quand vous prenez le palmier et l'anacadier, depuis plusieurs années, le gouvernement a investi suffisamment de ressources pour pouvoir subventionner, accompagner les producteurs, qu'ils soient des producteurs, disons, traditionnels ou des fonctionnaires qui veulent quand même préparer leur retraite pour pouvoir accéder en réalité à ces plans améliorés. Vous voyez,
le centre qui s'occupe du palmier à huile, le centre de recherche qui s'occupe du palmier à huile, met à la disposition des pépiniéristes ce qu'on appelle les graines germées, en réalité, qui produisent les plants améliorés. Donc ces graines germées, comme le disait tout à l'heure ma collègue, c'est à des coûts quand même dérisoires, pour ne pas dire compte tenu de tous les investissements que l'État en réalité fait déjà au niveau de la recherche. Au niveau de l'anacadier, pour être beaucoup plus pragmatique, le plant greffé d'anacadier était vendu, j'ai dit, à 700 francs ou au niveau du terrain à 700 francs par plant. D'accord? Mais le gouvernement a décidé depuis 3-4 ans de pouvoir subventionner ces plants greffés-là seulement à partir avec 100 francs, le producteur puisse quand même accéder. De 700 francs? De 700 francs à 100 francs. Le plan. Il suffit simplement que le producteur qui désire ou celui-là qui désire installer une plantation d'anacadier, d'accord, se rapproche, manifeste le désir auprès des cellules et communales qui sont des structures déconcentrées des ATDA pour dire je veux mettre en place une plantation d'anacadier de tel état et les besoins sont exprimés et il ne paie que 100 francs sur la base des 700 et le gouvernement complète à travers le ministère de l'Agriculture, le gouvernement prend en charge le complément à hauteur de 500 à 600 francs. Non seulement le gouvernement accompagne aussi, d'accord, le centre de recherche qui s'occupe, c'est un centre de recherche qui s'occupe spécifiquement de l'anacade, d'accord, dans tous ces investissements. Et ce centre-là aussi produit des plants, d'accord, ou des semences polyclonales pour pouvoir mettre à la disposition des producteurs qui n'ont pas suffisamment de ressources. Voilà un peu des exemples concrets qui permettent aux acteurs, donc il suffit qu'ils se manifestent auprès des ATDA, d'accord, les ATDA qui travaillent en collaboration avec la recherche et je pense que l'accès est beaucoup plus facilité et l'accès à ces différentes semences, à ces différents plans améliorés est plus facilité par ce mécanisme. Il faut rappeler que les ATDA dont on parle, ce sont les anciens CARDER. Exactement. Et dans chaque département, il y en a. En fait, il y a 7 ATDA au niveau du Bénin, d'accord, ce n'est pas systématique, mais les ATDA au niveau de chaque département, vous avez le représentant ou les représentants du ministère de l'Agriculture qui ne sont que les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui travaillent en forte synergie avec les ATDA. Au niveau du Bénin, les 7 ATDA que vous avez une ATDA qui est au niveau du département, disons, de la Liborie, une ATDA qui est au niveau du département de Borgou, des collines, un peu qui s'occupe de l'ATDA, qui s'occupe de l'anacade, c'est beaucoup plus l'ATDA 4, au lieu qu'au niveau du palmier à huile, c'est l'ATDA 7 qui est beaucoup basé à Poubelle. Donc, dans tous les cas, vous avez un maillage recherche ATDA qui permet, en ce maillage-là, permet de pouvoir quand même intensifier la collaboration pour répondre aux préoccupations des producteurs en termes d'accès aux facteurs de production. Docteur Nathalie Pera-Mamasika, on a parlé beaucoup de production, on a parlé de maïs, on a parlé de palmiers, on a parlé d'anacadier, mais revenons tout près de nous, revenons vers les maraîchers. Qu'est-ce que la recherche fait pour que les maraîchers puissent avoir gain de cause également, parce que bon, c'est quand même eux qui nous donnent les légumes de tous les jours, les fruits de tous les jours. Qu'est-ce qui est fait en direction de ces acteurs-là, par exemple? Effectivement, au niveau du maraîchage, il y a beaucoup de technologies qui sont développées par l'INRAB, et pas que par l'INRAB, et également par les universités, et également par World Vegetable, qui se trouve dans l'ancêtre de l'ITA à Bomé-Calavi. Et nous faisons, c'est une recherche collaborative en fait. Nous travaillons ensemble pour développer des variétés résistantes. Par exemple, nous avons aujourd'hui la tomate. Oui. La tomate est très attaquée par le flétissement bactérien. Donc, l'INRAB a pu développer déjà des technologies pour lutter contre ces trucs-là. Nous avons constaté qu'en saison sèche, c'est difficile de produire. En saison sèche, c'est difficile de produire de la tomate. Oui. Et dans certaines localités. La tomate coûte les Ce n'est pas que l'eau qui coûte les yeux de la tête. Donc, les technologies sont développées. Il y a également aujourd'hui, maintenant, on produit sous serre de la tomate qu'on arrive à conserver très, très bien. Nous avons fait l'effort d'homologuer un certain nombre de variétés locales et nous avons près de 16 variétés, je pense, de cultures maraîchères qui sont homologuées et les semences actuellement sont disponibles.
Donc, nous sommes, si les producteurs ont besoin de semences, de nouvelles variétés, et c'est disponible à notre niveau. Donc, notre grand problème, c'est, comme je le disais, c'est la communication. Il faut que les gens sachent que nous disposons de ces semences-là pour pouvoir de culture maraîchère. Et aujourd'hui, ce que nous encourageons, c'est que chacun puisse produire ses légumes à la maison, sous sa dalle, dans son jardin, dans un petit coin, et nous accompagnons. Comment est-ce que vous accompagnez cela? Justement, contactez-nous et nous viendrons chez vous pour voir où est-ce que vous voulez installer. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Ce matin, j'ai déjà répondu à 4 messages de producteurs de maïs qui veulent de semences et je leur communique les adresses des semenciers où ils peuvent trouver les variétés. Je donne les fiches techniques. Donc, mon téléphone est ouvert à tout moment et d'ailleurs, tous les chercheurs de l'INRAP, ils sont ouverts pour accompagner les producteurs. Et pas que les producteurs, même les particuliers à la maison qui veulent installer. Nous sommes là pour vous accompagner. Et pas que nous, il y a aussi beaucoup d'ONG qui offrent leurs services et par rapport à ces genres de trucs. Donc, nous avons besoin, les légumes sont très importants, et les cultures maternelles, il faut manger sain. C'est vrai, les céréales, oui, mais on a besoin des vitamines et les forces pour pouvoir vraiment... Et c'est avec les fruits et légumes. Vous avez parlé des cultures maraîchères, mais nous faisons également les fruits. Ah oui, nous faisons le café, le cacao, nous faisons les plants de bananiers. Si vous avez besoin des plants de bananiers sains et à haut rendement, ça existe à Niaouli. Nous avons le café, le cacao. Donc, nous faisons déjà les fruitiers. Tout ce qui est fruitier, les mangues, les meilleures variétés sont disponibles à l'INRAP. Donc, la population peut nous contacter à tout moment pour entrer en contact avec ces variétés développées. Eh bien, voilà, qui est dit. Docteur Renou, donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui de ne pas avoir un petit potager à la maison, n'est-ce pas? Il y a plus de raison, mais vous serez quand même étonné de constater que tout à l'heure, la collègue parlait de manger sain. Mais vous savez qu'avec une simple solution d'ail, on peut traiter des maladies au niveau des cultures maraîchères. Ah oui? Une simple solution d'ail. Dites-nous. C'est-à-dire, quand vous prenez, parce que l'utilisation des produits chimiques dans la production de cultures maraîchères, aujourd'hui, tout le monde veut manger. Même si on dit bio, mais en réalité, il suffit de prendre l'ail. Il y a quand même des pesticides que les maraîchers utilisent. Exactement. Les légumes pourrissent rapidement, les fruits pourrissent rapidement. Vous savez, le développement, c'est pas à pas. C'est vrai, on est parfois beaucoup, on veut aller très vite, mais c'est pas à pas. Donc aujourd'hui, vous prenez l'ail, vous transformez l'ail comme à la cuisine, d'accord, en une solution. Vous récupérez en quelque sorte la substance, la solution qui sort de cette transformation-là, d'accord, qui vous utilisez. On va faire terre à terre. Vous, les scientifiques, c'est toujours les thèmes techniques que vous utilisez. On va faire terre à terre. Ok, prenez l'ail, on écrase. Vous écrasez, voilà. D'accord, vous essayez de filtrer, d'accord, la solution, le jus, l'eau, voilà, le jus, d'accord. Donc, c'est plus simple. Oui, l'eau, voilà. L'eau que vous récupérez, voilà. d'accord, l'eau que vous récupérez, vous utilisez pour asperger, d'accord, terre à terre. On peut mettre ça dans un vaporisateur. Dans un vaporisateur, vous utilisez, si vous voulez, une toile, d'accord, ou bien vous utilisez des feuilles, même en prenant juste les feuilles comme un balai, d'accord, vous mettez dedans pour asperger sur les plantes, là, sur les légumes. Ça permet déjà de lutter, de traiter, de faire face à certaines attaques des ravageurs. C'est la même chose au niveau du maïs. Vous prenez notre simple savon palmida. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des chenilles légionnaires d'automne. D'accord, c'est rien que des vers. D'accord, quand ils attaquent le maïs, et qu'ils peuvent ravager. Et il faut dire que ces derniers temps, il y a environ 1 ou 2 semaines, moi j'ai remarqué, après il y a une pluie, il y a eu des chenilles qui sont sorties de je ne sais où. Exactement, vous prenez le savon palmida qu'on utilise pour se laver. Vous râpez, d'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce savon, vous râpez et vous essayez de transformer ça en une solution, si vous voulez, savonneuse. On ajoute de l'eau. Un peu d'eau, d'accord? Ça va faire de la mousse. Ça va faire de la mousse. On fait disparaître, on fait dissoudre le savon. Le savon dans l'eau. Vous utilisez pour asperger, d'accord? Ça veut dire qu'en termes d'accessibilité, c'est facile. En termes de coût, c'est facile. N'importe quel producteur sur toute l'étendue du territoire national peut acheter un savon de palmida. Un pain de palmida, voilà, pour traiter, lutter contre ces ravageurs-là, d'accord, au niveau de la production de maïs. C'est
des solutions concrètes, d'accord, très disponibles au niveau de la recherche. Et comme elle a dit, ce qui nous manque, ce qui reste à faire, c'est de pouvoir parler de ces choses-là concrètes. Heureusement que vous êtes venu sur ce plateau ce matin, sinon on n'aurait pas su que Palmida et Aïe peuvent avoir de la place dans nos jardins. Exactement. Voilà. Docteur Pera, et donc il y a de ces petites solutions qui sont à la disposition des Béninois qui peuvent faire de leur petit potager à la maison. Oui. Donc, je voudrais préciser que au grand public que de ne pas prendre, on vient de dire, lorsque vous prenez le parmida, vous ça y est, il faut mettre une tonne de parmida. Ce n'est pas une tonne de parmida. Il y a une dose qui est définie. Oui. Nous avons des fiches techniques pour accompagner les utilisateurs finaux de nos produits de recherche. Donc, qui nous contactent, ce n'est pas à vendre, c'est là, c'est disponible. Là, on leur donne, ils vont utiliser la dose, comment préparer. Il y a la technique bien imagée, technique de production, et on met à leur disposition tous ces éléments-là. Même les techniques de production. Le potager, tout ça, là, nous avons tout ça, donc on peut mettre à leur disposition pour le produit. Voilà. Ceci nous permet, Dr Pera, d'embrayer sur le second sujet que nous allons aborder aujourd'hui. C'est que nous avons remarqué qu'au Bénin, on n'a pas véritablement des revues scientifiques où vous communiquez les résultats de recherche. Et nous nous sommes posé la question, mais est-ce que finalement les revues scientifiques au Bénin sont indisponibles, docteur Hénon? Les revues scientifiques au Bénin ne sont pas du tout indisponibles. Peut-être ces revues-là souffrent des mêmes mots, de la communication. Il faut en parler pour que les gens sachent. Quand vous prenez l'INRAB, d'accord, l'INRAB a une revue qu'on appelle le Bulletin de recherche agronomique du Bénin, qui paraît près de 4 fois par an, et à travers laquelle tous les acteurs, tous les chercheurs, qu'ils soient de l'INRAB, des universités de Calavi, de l'université d'Abomey-Calavi, de Parakou, de Kétou, ou d'autres centres de recherche, d'accord, ou même des chercheurs individuels, indépendants, peuvent publier leurs résultats de recherche dans cette revue-là. Il suffit, cette revue, d'accord, qui paraît, comme je l'ai dit tantôt, 4 fois par an, d'accord, disons une fois par trimestre, ça ne coûte pas grand-chose, elle existe. Vous allez au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, puisque nous sommes dans le secteur agricole, vous avez aussi l'Annale des sciences agronomiques qui paraît 2 fois par an, qui publie des résultats des chercheurs qui interviennent, qui travaillent dans le secteur, dans le domaine de la recherche agricole. Vous allez au niveau de l'université de Parakou, vous avez aussi l'Annale, d'accord, à travers notamment la série sciences naturelles et agronomiques qui publie tout ce qui est résultat de recherche dans le secteur agricole. Vous allez à Kétou, vous avez aussi une revue, même au niveau de l'ES, Centre béninois et de recherche scientifique et l'innovation, CBRSI, qui a été mis aujourd'hui au niveau de l'agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Vous avez aussi les cahiers du CBRSI qui paraissent aussi au moins 2 fois par an. Donc, c'est autant de revues qui permettent aux chercheurs de pouvoir quand même publier au-delà des revues internationales, régionales, leurs travaux de recherche au niveau national. Docteur Pera, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter, il a déjà cité les revues, les 5 revues que nous avons au Bénin. Et la plupart des chercheurs publient dans ces revues, mais nous cherchons, généralement tous les chercheurs recherchent plutôt les revues les plus cotées. Les plus cotées, c'est-à-dire les revues indexées, les revues à facteur d'impact, qui ont vraiment une bonne renommée internationale, voilà. Donc qui peuvent être lues par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand vous écrivez dans ces trucs, on peut publier en français comme en anglais. Ce qui est beaucoup plus recherché aujourd'hui pour les scientifiques, c'est pour être beaucoup plus lu par le monde entier. Oui, mais il faut quand même cultiver, il faut faire la promotion de ce qui est fait localement d'abord, et puis après, ça pourrait aller à l'international. Oui, les chercheurs publient. Mais un chercheur ne peut pas passer tout son temps à publier chez lui. Oui. Il faut sortir. C'est clair. Donc, c'est pour ça que quand nous publions, les chercheurs publient et généralement pas beaucoup. Un article, 2 dans chaque, et après, on va ailleurs. Parce que quand vous présentez la liste de vos publications, on ne voit que vous ne publiez qu'au Bénin. Ça veut dire que vous n'êtes pas un chercheur international. Voilà. Donc, et qu'en plus, quand vous publiez chez vous, c'est comme s'il y avait une faveur qui vous est...
une faveur qui est faite à votre niveau. C'est pas ça. Il faut aller compétir à l'international pour voir et dans les revues les plus cotées et en anglais surtout, pour que ça puisse être surtout lu, parce que le français n'est pas lu par tout le monde. C'est seulement les pays francophones, alors que quand c'est en anglais, c'est lu beaucoup plus accessible. Donc, ce que nous recherchons, les chercheurs, de façon générale, recherchent, c'est d'être lus par... mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut laisser nos revues. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler pour qu'on passe pour les revues qui ne sont pas encore indexées, qu'on puisse aller à l'indexation, qu'on puisse aller avoir un facteur d'impact élevé au niveau de ces revues. Et ça, tout ça passe par la qualité de nos résultats. Tout à fait. Les chercheurs béninois ont tendance à aller publier les meilleurs résultats ailleurs et en laissant les revues locales. Les revues locales, c'est là où il y a très peu de résultats qu'on présente, mais tant qu'on ne vient pas avec les meilleurs résultats dans nos revues locales, parce que les revues locales acceptent même l'anglais. On peut publier en français comme en anglais. Donc, quand on ne vient pas avec, pour montrer au niveau international que le niveau national produit également des revues, des articles de très, très bonne qualité, ça nous sera difficile d'avoir une grande cote. Donc, c'est à ça que j'invite les Béninois, les chercheurs béninois à soumettre des articles de très, très bonne qualité scientifique dans les revues nationales béninoises. Merci. On aura fait donc tout le tour. Docteur Kossi Léonard Renaud, si vous devriez donner un message à tous les acteurs du monde de la production agricole par rapport à la disponibilité des résultats de recherche aujourd'hui pour booster leur production, que diriez-vous? Je dirais simplement qu'il faudrait que nous nous serrions la main, d'accord, et que nous travaillions vraiment dans une symbiose vraiment parfaite, avec une collaboration renforcée pour que les problèmes, les contraintes que les acteurs productifs, les producteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les problèmes qu'ils ont, à travers les structures qui sont au niveau de la base, qui sont plus proches de ces acteurs-là, il suffit seulement qu'ils posent leurs problèmes, qu'ils se rapprochent de ces acteurs-là, et la recherche, qu'elle soit au niveau de l'INRAB, au niveau des centres de recherche, au niveau des laboratoires, au niveau des universités, nous allons travailler quand même à apporter des solutions à leurs problèmes. Et ensemble, je pense qu'on pourra contribuer à booster la production agricole afin de pouvoir quand même régler un tant soit peu le problème d'insécurité alimentaire au niveau de notre pays. Docteur Nathalie Pera-Mamanseka, si vous avez un mot de fer. Oui, que diriez-vous? Oui, je vais remercier le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin qui a voulu vraiment... Monsieur Soussou. Monsieur Soussou. Que nous avons reçu d'ailleurs la semaine dernière sur ce plateau. Qui nous a mandaté pour venir défendre, présenter ce que l'INRAD fait au grand public. Et également le ministère, c'est très important, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour tout son accompagnement. Il faut le dire, la recherche aujourd'hui, ces 8 dernières années, est au premier plan. Nous avons le financement, il y a une augmentation du financement de la recherche, et vraiment il y a une attention, il y a une lumière, j'ai un coup de projecteur sur la recherche. Donc vraiment, bravo au ministère. Et ce que je voulais terminer en disant que beaucoup de chercheurs sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Et on a besoin de 100 nouveaux. Donc le recrutement des chercheurs, il faut la relève. Il faut la relève. Et c'est ce qui manque au niveau de la recherche. Donc je vais également remercier les partenaires qui font beaucoup de partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Le budget national, le montant alloué n'est pas suffisant, mais ce n'est rien. C'est beaucoup. Mais il y a également des partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos activités de recherche. Donc, je leur dis également merci. La reconnaissance, c'est l'autre échelle qui conduit donc à d'autres ressources, et vous faites bien de le dire. Mesdames, Messieurs, voilà, ce matin, nous avons parlé donc de la recherche et de l'innovation dans le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce qui est fait au Bénin pour que nous puissions manger à notre faim? Nous savons désormais que l'INRAB est disposé même à venir
nous accompagner dans notre petit jardin à la maison, histoire de manger sain et manger bio, aussi bien à la petite échelle qu'à la grande échelle. Il existe en République du Bénin des structures qui travaillent à la réussite de l'agriculture. Eh bien, moi, je voudrais remercier donc toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réussite justement de ces 3 numéros de Bonjour le Bénin, de ces 3 premiers jours de la semaine. Demain, vous allez retrouver Rachida Mama, bien maman, qui va vous accompagner au réveil. Merci à Timothée Ronton, merci à Arnaud Tosser, merci à François Zissou, Terence Bata, merci également à tous les collègues de la diffusion et de la post-production. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu et que Dieu bénisse le Bénin. Bonne journée à chacun et à tous.